voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voitures de légende, c'est la haute saison des courses en circuit qui a repris tout au long de ce printemps. Avec un rendez-vous incontournable, évidemment, c'était déjà la 10e édition du Grand Prix de Monaco historique. On y va dans une monoplace, évidemment, d'époque. Ce sont les voitures de Grand Prix de 1966 à 1972 qui constituent le plateau de la série F. Mais pas seulement, car on y retrouve également quelques grands noms bien connus des amateurs de sport automobile. Le numéro 4, Paolo Barilla, et sa Ferrari 312B, victorieuse au Grand Prix d'Italie en 1970, s'élanceront de la 9e place. En 12e position, Anthony Beltoise sur une Matra MS 120, conduite en 1971 par son père Jean-Pierre. Adrian Newey sur une Lotus 49 ex-Gramille et Richard Atwood s'élancera de la 17e place. En tête de grille, les Brabham BT33, les premières du constructeur à utiliser un châssis monocoque en 1970, sont sur la 2e ligne, la numéro 5 de Charles Nearburg devant la numéro 8 de Duncan Dayton. Alors que ce sont Max Smith-Hilliard sur une Surtees TS9B qui a terminé 7e à Monaco en 1972 avec Andrea de Adamic et Stuart Hall sur McLaren M19 qui se partagent le premier rang. Tour, c'est Duncan Dayton qui est un des plus rapides à s'élancer et grille la priorité à Max Smith-Hilliard. Il s'empare donc de la 2e place, alors que James Littlejohn, avec la marche numéro 28, saute de la 5e à la 3e position. C'est dans cet ordre que les leaders s'engouffrent dans Sainte-Dévote et se lancent dans l'ascension vers le casino. La Ferrari 312B de Paolo Barilla, qui avait jusqu'alors tenu son rang, montre quelques signes de faiblesse et son pilote choisit de stopper là ses efforts. Au ralenti dans le virage du Fermont, il ira doucement garer sa monoplace au portier et le pilote italien y aura un poste d'observation idéal. Malheureusement pour lui, Charles Nearburg est victime d'une bousculade à Sainte-Dévote et l'aileron avant gauche de sa Brabham en porte les traces. Son comportement s'en trouve déséquilibré, même s'il figure encore à une respectable 5e place. Avec la voiture sœur, Duncan Dayton évolue lui en 2e position, mais pas pour longtemps. L'Américain doit renoncer lui aussi au portier. Trois tours seulement se sont déroulés et les rebondissements n'ont pas manqué. Et ce n'est pas terminé puisque c'est ici Robert Hall sur une BRM qui part à l'attaque de la 6e place d'Anthony Beltoise. Puis s'occupe au plongeur de la marche du Suédois Eije Helg et le voilà 5e. Mais après avoir négocié la rascasse dans cette position avantageuse, il va tout perdre sur un gros sous-virage, direction le rail à Anthony Nogues. Pas de bobo pour le pilote, même si le contact a été relativement fort contre les barrières de protection. Anthony Beltoise est la cible des attaques de l'Italien Franco Mainer sur une Ferrari 312B3, puis de David Shaw, le Britannique, sur une March 721. Peut-être un signe de faiblesse de sa Matra, car le Français sera malheureusement contraint à l'abandon 2 tours plus tard à cause d'une fuite d'essence. Voilà qui n'empêche pas ses anciens adversaires de continuer leur mano à mano pour la 7e place. La March met une pression de tous les instants à la Ferrari et son pilote David Shaw lève le pied à Sainte-Dévote quelques centaines de mètres plus loin avant de renoncer à l'amorce du 5e tour. Décidément, le virage du portier était l'endroit à la mode dans cette série F.
C'est un cavalier seul pour Stuart Hall, le pilote d'endurance Aston Martin, en championnat du monde, qui double les attardés et se faufile vers le virage du bureau de tabac, non sans avoir manifesté sa réprobation à ceux qui n'ouvrent pas assez de portes pour se laisser dépasser. Sa McLaren M19 avait terminé 5e à Monaco en 1972. Denis Hulme avait remporté la victoire au Grand Prix d'Afrique du Sud à son volant. Elle semble à cet instant également promise à un bel avenir. Attention tout de même à de possibles failles de fiabilité, comme pour la numéro 28, ici la March 701 de James Littlejohn, qui figurait encore sur le podium virtuel à la 2e place, mais qui doit renoncer après la perte d'une pièce mécanique. On le voit sur ces images. C'est aussi le cas un peu plus tard pour Eije Elg et sa March 711 qui parviennent à rentrer au stand. Avec une Brabham BT3 dont l'aileron avant gauche est toujours tordu, c'est Charles Neerburg qui se dirige vers la 3e marche du podium final de cette course. Devant lui, Max Smith-Hilliard et sa Surtees TS9B boucleront les 18 tours avec une 2e place, mais déjà à 39 secondes du leader incontesté de cette série F. Stuart Hall et la McLaren M19A, engagés par Rollgut, n'ont laissé aucune place au doute. Meneurs de bout en bout avec une certaine aisance, ils ont bouclé le meilleur tour en 1:34.107 et couvert la distance de ces 18 tours en un peu moins de 30 minutes à une moyenne de 125,38 km/h. Stuart Hall, Max Smith-Hilliard, Charles Neerburg sur le podium de cette avant-dernière épreuve du week-end, avec une mention spéciale au vainqueur qui a dominé son sujet sans faiblesse. Avec plus de 40 voitures au départ, la série G est également un des grands succès de cette édition 2016 du Grand Prix de Monaco historique. Série G qui regroupe les Formule 1 de 1973 à 1976. À l'issue des qualifications, c'est la Shadow DN8 numéro 43 de Joe Twyman qui a pris la 4e place. En deuxième ligne aussi, le Suisse Jean-Denis Delétraz sur une Surtees TS19, justement flanqué du numéro 19. Un des habitués du Grand Prix historique, le Japonais Katsuaki Kubota, avec le numéro 10, a placé sa March 761 en 2e position. Quant à l'Ensign N176 qui occupe la pole avec le numéro 22, elle est tout simplement pilotée par l'ancien pilote de Formule 1 italien Alex Caffi. Les échappements et le public sont chauffés à blanc dans l'attente du départ lancé qui se déroule sous les ordres du safety car, compte tenu du nombre important de voitures en piste. Et lorsque les Formule 1 repassent sur la ligne droite des stands, c'est parti pour 17 tours, avec Caffi devant Kubota, Delétraz et Twyman, qui passent dans cet ordre le virage de Sainte-Dévote et abordent la montée d'Ostende. Derrière ce petit groupe, on le remarque vite, ça commence à klaxonner, avec notamment la Lotus 77 de Max Smith-Hilliard qui revient dans les échappements de son compatriote pour lui disputer la 4e place. Mais il rate son freinage à l'amorce de la chicane du port et sans toucher personne, c'est presque un miracle, repart de plus belle derrière ses adversaires qui sont eux-mêmes en pleine négociation pour la 3e position. Assez vite d'ailleurs, si Jean-Denis Delétraz parvient à résister à la pression de Twyman, Smith-Hilliard revient dans le sillage proche de la Shadow et se fait de plus en plus menaçant, en évitant au passage la Shadow de Jan Simmons en perdition dans le premier freinage. En attendant, on déplore l'abandon de la Williams FW03 de Jordan Grogor, visiblement en délicatesse avec son moteur.
Une nouvelle lutte, cette fois pour la 8e place, oppose ce groupe de 4, composé de la Lotus d'Andrew Beaumont, la Ferrari de Chris McAllister, la Shadow de Martin Lauber, mais encore la March de Mark Hickson. Nous sommes dans le 3e tour et c'est ce petit groupe qui fait l'animation dans les rues de la Principauté, sans changement de position pour l'instant. Retour à l'avant où la sortie de Deletraz est à présent sous la seule pression de la Shadow de Joe Twyman. Et le Suisse doit concéder sa 3e place sur une manœuvre qui ne souffre aucune discussion. Twyman reviendra ensuite sur le Japonais Kubota pour la 2e place. Pendant ce temps, le leader Alex Caffi est déjà en train de doubler des retardataires après seulement 4 boucles. Kubota est encore dans son sillage, mais pas pour très longtemps. Ralenti par le trafic, le pilote japonais de la March 761 sera rattrapé et doublé par Joe Twyman qui s'emparera ainsi de la 2e place. La course se termine pour Martin Lauber. L'Américain précipite sa Shadow DN5 dans le rail à la sortie du virage de Sainte-Dévote, provoquant une nouvelle intervention très efficace des commissaires de piste. Dommage, il occupait la 8e place. Toujours dans le trafic, Joe Twyman, 2e, devant à présent Katsuaki Kubota et Max Smith-Hilliard, qui est de retour aux affaires, mais qui en fait un peu trop à l'accélération en sortie de la rascasse, tête à queue et un podium qui s'envole dans la foulée pour le numéro 33. Voilà qui donne peut-être un peu de confort psychologique à son premier adversaire direct, le japonais qui revient dans l'ombre de Twyman et profite d'un petit embouteillage à Mirabeau pour le surprendre à l'intérieur et se faufile à la corde pour récupérer la 2e position. Voilà une manœuvre audacieuse sur le fil du rasoir, mais payante pour le pilote nippon, même si l'on est passé à quelques centimètres et à plusieurs reprises d'un contact avec les voitures alentour. Entre Massenet et le casino, c'est la Ferrari 312 T2 de l'Américain Chris McAllister qui part à la faute. Un tête-à-queue qui vient se terminer dans le rail de sécurité à l'extérieur. L'Italienne est endommagée et il lui faudra l'aide des hommes de l'ACM pour en sortir sans autres outrages. Alex Caffi et ensuite Kubota et Twyman, voilà pour l'image pendant cette neutralisation. Mais au redémarrage, Alex Caffi ne laisse aucun doute sur ses intentions. Il creuse immédiatement un nouvel écart sur ses poursuivants les plus directs. C'est le métier qui a parlé, d'autant que les autres occupants du podium perdent ensuite du temps dans le peloton des retardataires. Ici, la Macchi du Belge Marc De Vries ou la Penske de l'Américain Douglas Mockett qui empêche Kubota de garder à l'œil la monoplace du leader qui n'est déjà plus en vue. Dans les profondeurs du classement, le Britannique Andrew Beaumont et sa Lotus 76 vont plonger en même temps que le Canadien Kate Freezer et sa Shadow DN1. Ils se retrouvent tous les deux bloqués en piste après le tête-à-queue du premier cité. Discret mais efficace, on l'a aperçu avant le départ, l'Italien Emanuele Pirro, sur une Ferrari 312 B3 ex-Niki Lauda, est en train de s'adjuger une très belle 4e place. Le quintuple vainqueur des 24 heures du Mans était parti de la 7e position sur la grille, et lorsque l'objectif ultra prioritaire était de ramener ce bijou écarlate sans une égratignure, on peut dire chapeau monsieur. Et pendant tout ce temps, le japonais Kubota n'a toujours pas réussi à se départir du britannique Joe Twyman, qui reste très incisif sur la 2e marche du podium et le restera jusqu'au dernier passage sur la ligne d'arrivée. Le trafic se faisant plus clairsemé et les retardataires plus avertis au fil des tours. C'est avec une avance totalement gérable qu'Alex Caffi aborde l'ultime tour de cette course, à bord de son Ensign N176. Il devancera de 2 secondes et demie la marche de Katsuaki Kubota qui tient bon sous la pression du 3e Joe Twyman sur une Shadow, lui-même 2 secondes derrière le japonais. Voilà pour le podium de cette épreuve de série G qui conclut ce 10e week-end de Grand Prix historique en Principauté de Monaco.
Alex Caffi félicité par le propriétaire de son Ensign, Ronnie Kessel, qui est également le vainqueur en titre du rallye Monte-Carlo historique. Le pilote italien qui courait sous licence monégasque à cette occasion, il reçoit son trophée des mains du président de la CM, maître Michel Boéry, et il fera donc résonner l'hymne national de la principauté sur le podium. J'avais quelques tours clairs devant moi et j'en ai donc profité pour attaquer et creuser un écart avec les autres. Le numéro 10 était vraiment très rapide et constant, mais je suis parvenu à contrôler la course. Et puis dans les derniers tours, la piste a été très grasse, j'ai donc ralenti pour assurer, ce qui leur a permis de revenir, mais c'était sous contrôle. J'ai également terminé 11e au rallye Monte-Carlo et c'est presque ma deuxième nation. C'est un endroit qui me porte chance et je suis très satisfait d'être sur ce podium que j'ai loupé en 1989. Mais à présent, l'affront est réparé et je suis très heureux. Après les 6 heures de Spa, qui accueillaient les prototypes LMP1, comme cette très belle Audi des 24 heures du Mans, eh bien, la semaine suivante, il se déroulait le traditionnel meeting Spa Classic, et ça met en valeur notamment les sports prototypes des belles années. C'est sans aucun doute le moment le plus attendu du week-end, les courses de groupe C. Une semaine après le WEC, Spa retrouve les ancêtres des voitures actuelles des 24 heures du Mans. C'est surtout des propriétaires et des passionnés, mais avant tout des pilotes. Et quand on est pilote, c'est vrai que se frotter au challenge d'une groupe C, c'est sans doute la plus belle chose qui soit. En tout cas, la plus belle sensation. Et en plus, le groupe C à Spa, on peut dire qu'on est quand même dans le vrai. Et dans le vrai, nous y serons encore plus au début du mois de juillet, car les groupes C rouleront pour la première fois en plateau d'ouverture du Mans Classique. Près de 60 voitures sont d'ores et déjà annoncées. Malheureusement, à la suite d'un accrochage lors des essais, la Peugeot 905 ne roulera pas en course. Mais elle n'était pas la moindre des curiosités en piste. Une petite voiture verte a retenu notre attention. Cette Alba est la plus ancienne des voitures du plateau groupe C et son histoire est juste étonnante. Je l'ai cherchée de partout pendant des années et je l'ai retrouvée à Venise, cette voiture. C'est l'histoire de Monsieur Finotto, qui était pilote, quelqu'un d'immensément riche et qui a gagné avec cette voiture. Cette voiture a été championne du monde en 83 avec un moteur Emiliano Karma faisant des autos qui sortaient de l'ordinaire. Et il a fait un moteur 4 cylindres, turbo bien entendu, qui était tellement performant qu'il arrivait à l'époque à rivaliser et à se battre contre les C1 devant la totalité des C2, et c'est l'histoire de cette Alba. C'est grâce à des passionnés tels que Jean-Marie que de telles voitures roulent encore aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Et en parlant de plaisir, que dire en regardant passer et surtout en écoutant cette voiture ?
La Jaguar XJR14, c'est une Formule 1 avec une carrosserie, une voiture d'une telle efficacité qu'elle était imbattable en qualification, mais malheureusement très peu fiable sur des courses de plus de 6 heures. Au Spa Classique, la victoire lui était promise, sauf que Christophe Dassembourg s'est fait piéger par quelques gouttes de pluie en pneus slick. Du coup, les Porsche 962 avaient le champ libre pour s'imposer. Mais cela était sans compter sur les talents de Robin Ward au volant de sa Spice SE90C, qui est allé chercher la seconde place à 2 reprises en battant la famille France. Les victoires sont quant à elles revenues à Mark Sumter avec un record du Tour en 2 minutes 15 à mettre en parallèle avec le chrono de 1 minute 59 réussi par Porsche une semaine auparavant lors de la course de WEC sous un soleil radieux. 27 ans séparent les modèles 962 et 919 actuels, moins de 1 seconde au Tour. Petit clin d'œil maintenant au championnat d'Espagne des rallyes. Couru en Andalousie, dans les environs de Malaga. C'était le rallye Gibralfaro Históricos, dont la victoire est revenue à l'équipage Ander Arana Cobeaga, qui précédait de 2 secondes seulement Daniel Alonso. Voilà pour cette émission Voiture de légende. À l'agenda de notre prochain rendez-vous, eh bien, il y aura le Maroc historique, remporté cette année par Bernard Barry, l'associé au Bastier, Patrick Chiappe. Et puis bon, évidemment, à l'agenda, il y a beaucoup d'événements en cette période de haute saison, notamment Le Mans Classique, autre événement d'importance qui n'a lieu que tous les 2 ans. Ce sera le 2e week-end de juillet sur le circuit de la Sarthe. Nous, on se retrouve au début du mois prochain. Pour l'instant, ça se présente très bien, malgré les 143 voitures au départ, parce que ça fait beaucoup de monde quand même. Il est bon là, il est bon. Ah, c'est pas évident. Non, il est. Ah, ben non, mais. on se croirait au permis moto. C'est pas facile. Oui, ça, c'est. D'ici là, merci à nos partenaires habituels, le magazine Rétrocourse, le site internet newsclassicracing.com et puis sur notre site voituredelégende.com, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes. Bonne route, bon amusement et à la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.